Nous allons maintenant étudier l'indépendance pour des variables aléatoires. Donc on commence avec l'indépendance pour deux variables aléatoires. Donc on se donne x et y un couple de variables aléatoires. Et donc on dira qu'elles sont indépendantes lorsque pour toute valeur prise par grand X, qu'on note petit x, et pour toute valeur petit y prise par grand Y, la probabilité que grand X égale x inter grand Y égale petit y est égale à la probabilité que grand X égale X multipliée par la probabilité que grand Y égale petit y. Donc on le notera en abrégé X, un symbole perpendiculaire avec deux barres verticales Y, mais cette notation qui est utilisée dans le monde de la recherche n'est pas du tout officielle en classe préparatoire, donc il est plutôt déconseillé d'utiliser au concours, ou alors il faut la définir sur sa copie. Alors il faut voir que ce qui est très important, c'est le quantificateur ici. Donc ici, on a écrit P de A inter B égale P de A fois P de B, donc c'est la définition de deux événements indépendants. Donc effectivement, X est indépendante de Y, donc ici ce sont des variables aléatoires, si et seulement si les événements grand X égale X et grand Y égale Y sont indépendants, donc au sens du premier chapitre de probabilité. Donc la nuance est là, c'est qu'il y a un quantificateur pour dire que les variables sont indépendantes. Ces deux événements doivent être indépendants pour toute valeur possible de petit x et de petit y. Donc par exemple, si grand X prend 5 valeurs et Y prend 4 valeurs, ici il y a 20 couples possibles, et donc il faut montrer que pour ces 20 valeurs possibles du couple XY, les événements sont indépendants, pour en déduire que nos deux variables sont indépendantes. Pour montrer que deux variables ne sont pas indépendantes, donc le contraire, pour montrer qu'un prédicat avec un quel que soit est faux, il suffit de donner un contre-exemple. Donc pour montrer que deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes, il faut trouver un contre-exemple de petit x et petit y, tel que ces deux événements ne sont pas indépendants, c'est-à-dire que cette formule n'est pas vérifiée. Donc pour une seule valeur de x et de y. Ensuite, autre chose importante, donc on a vu que la loi conjointe permet de trouver les lois marginales, mais que la réciproque était fausse en général. Alors quand les variables sont indépendantes, si vous connaissez les lois marginales, vous connaissez ce terme et ce terme, en les multipliant, vous retrouvez la loi conjointe. Donc quand x et y sont indépendantes, les lois marginales permettent de retrouver la loi conjointe. Alors intuitivement, on a dit que la loi conjointe contenait les lois marginales, et puis la façon dont les deux variables interagissent, mais bon, si elles sont indépendantes, elles n'interagissent pas. Donc on comprend bien qu'il est suffisant d'étudier séparément les deux variables, et comme elles sont indépendantes, en fait on a étudié du même coup le couple, c'est-à-dire la loi conjointe. Ensuite, comme pour les événements, donc l'indépendance, on va en général ne pas la démontrer, ça fera partie des hypothèses de l'énoncé pour simplifier les calculs. Donc par exemple, on lance deux dés distinguables, ou deux fois de suite le même dé, et on va dire qu'on le fait s'élancer de manière indépendante. Donc cette structure de phrase de manière indépendante, ça signifie que si x est le chiffre donné par le premier dé, et y est le chiffre donné par le second dé, eh bien x est indépendant de y. Donc on ne le démontrera pas, ça fait partie des hypothèses de l'énoncé. Deuxième exemple. Alors ici j'ai résumé le premier exemple. Donc x chiffre obtenu avec le premier dé, y chiffre obtenu avec le second dé. X est indépendant de y. Alors ici on va écrire les formules. Donc on sait que x et y suivent une loi uniforme sur les entiers de 1 à 6. Donc x d'oméga, y d'oméga, c'est les entiers de 1 à 6. Et donc la loi conjointe, si je prends deux entiers entre 1 et 6, P de x égale I inter y égale j, donc comme elles sont indépendantes, ça devient un produit. Donc ça fait 1 sixième fois 1 sixième, ça fait 1 sur 36. Bon, c'était bien aussi d'écrire la formule. Alors deuxième exemple, les variables aléatoires indépendantes d'elles-mêmes. Donc on va montrer que ce sont exactement les variables aléatoires constantes. Implication de gauche à droite, on suppose que x est constante, égale à A. Donc on a x d'oméga qui vaut le singleton A, et p de x égale A égale 1. Alors si on fait x égale A inter x égale A, ça fait x égale A, parce qu'en général A inter A ça fait A.
Donc si on passe aux probabilités, P de x égale A inter P de x égale A, ça fait P de x égale A, ça fait 1. Mais si aussi on multiplie P de x égale A fois P de x égale A, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Donc on a bien égalité de ces deux choses. P de x égale A inter x égale A égale P de x égale A fois P de x égale A. Et donc on a vérifié notre définition ici, où y c'est grand X. Et ici, comme c'est une variable constante, petit x et petit y ne peuvent valoir que A. Donc il y avait une seule égalité à vérifier, qu'on a vérifié ici. Donc on peut en conclure que x est indépendante de x. Alors réciproquement, on suppose x indépendante de x. Donc si on prend A dans x de oméga, par définition de l'indépendance, on a P de x égale A inter x égale A égale P de x égale A fois P de x égale A. Donc ici, A inter A se fait A, et ici c'est au carré. Et donc ici on a une équation de degré 2, c'est z égale z carré. Les solutions c'est 0 ou 1. Comme A, on a dit que c'est une valeur prise par x, P de x égale A c'est non nul, donc P de x égale A c'est égal à 1. Alors ça doit être vrai pour toutes les valeurs prises par grand X, elles sont toutes prises avec une probabilité égale à 1. Alors comme la somme des probabilités ça fait 1, et que ce sont des nombres positifs, et que tous ces termes sont égaux à 1, la seule solution c'est qu'il n'y ait qu'un seul terme dans la somme. Donc x d'oméga c'est un singleton, et donc x est constante. Et l'équivalence est démontrée. Alors maintenant on va voir quelques théorèmes autour de cette notion d'indépendance. Donc déjà le lien entre indépendance d'événements et indépendance de variables aléatoires. Alors pour comprendre ce théorème, on rappelle que si A est un événement, alors sa fonction indicatrice, donc c'est une fonction de oméga dans R, ça vaut 1 quand oméga appartient à A, et ça vaut 0 quand oméga n'est pas dans A. Donc c'est une variable aléatoire de Bernoulli, parce que ça vaut 1 ou 0, et on a vu que le paramètre, c'est la probabilité de notre événement. Alors, le théorème 10 dit que si je prends A et B deux événements, alors ils sont indépendants si et seulement si les deux fonctions indicatrices, qui sont deux variables aléatoires de Bernoulli, sont des variables aléatoires indépendantes. Donc ça, on va voir que ça peut servir dans certains cas. Alors, de gauche à droite, on prend deux événements indépendants. Donc, les deux fonctions indicatrices, leur univers image, c'est 0, 1. Alors, quand est-ce que la fonction indicatrice vaut 1 ? Eh bien, c'est quand oméga appartient à A. Donc, un A égale 1, c'est exactement l'ensemble A. Un A égale 0, c'est le complémentaire, c'est A bar, et pareil avec B. Alors, comme on a supposé que A et B sont indépendants, on a vu au chapitre 14 que A est indépendant de B bar, A bar est indépendant de B, et A bar est indépendant de B bar aussi. Donc ensuite, on vérifie notre définition ici. Donc là, ce sont deux fonctions indicatrices, x et y. Donc x d'oméga, y d'oméga, c'est 0, 1. Donc il y a deux valeurs dans chaque, ça fait 4 formules à montrer. Donc on fait les 4. Donc c'est un peu laborieux, mais ce sera fait dans ce théorème. Donc on fait la probabilité que les deux variables valent 1. Donc d'après ce que j'ai écrit là, ça fait la probabilité de A inter B. Comme A et B sont indépendants, ça fait P de A fois P de B. Et A et B, on les remplace par un A égale 1, un B égale 1. Donc on procède de même avec les autres possibilités. Et donc comme on a les 4 formules qui sont vraies, on peut en conclure que les deux variables aléatoires sont indépendantes. Réciproquement, on suppose une variable aléatoire indépendante. En particulier, la probabilité qu'elles soient toutes les deux égales à 1, c'est le produit des probabilités qu'elles vaillent 1. On remplace un A égale 1 par A, un B égale 1 par B, et on a trouvé P de A inter B égale P de A fois P de B. C'est la définition de deux variables indépendantes. Donc on a démontré le théorème 10. Alors ensuite, on a un deuxième résultat. Donc on a dit que l'indépendance, on le lisait dans l'énoncé. Donc là, c'est un théorème qui va permettre de nous aider à lire dans l'énoncé quelles variables sont indépendantes.
Donc ça dit que si x et y sont deux variables indépendantes, et si f et g sont deux applications définies sur x d'oméga, y d'oméga, alors les variables f de x et g de y sont elles aussi indépendantes. Donc il faut imaginer que x et y, c'est des choses les plus simples possibles. Par exemple, je lance deux fois un dé, x c'est le chiffre avec le premier dé, y c'est le chiffre avec le second dé. Bon là c'est évident qu'elles sont indépendantes. Bon, bah, si j'applique des fonctions à ces deux variables aléatoires, j'obtiens des choses plus compliquées, où c'est moins évident. Et bien d'après le théorème 11, elles seront encore indépendantes. Donc par exemple, x au carré et y au carré sont encore indépendantes, valeur absolue de x et y au cube sont indépendantes, enfin on peut faire des choses comme ça. Donc voyons la démonstration. Alors pour la démonstration, j'ai besoin d'un petit lemme. Donc c'est si je prends deux variables aléatoires indépendantes, si je prends A une partie de x d'oméga et B une partie de y d'oméga, eh bien, on va montrer que la probabilité que x appartient à A inter y appartient à B, c'est le produit P de x appartient à A fois P de y appartient à B. Alors ça ressemble à la définition de deux variables indépendantes, mais ici c'était égal, alors qu'ici c'est appartient. Donc ici en fait c'était appartient à un singleton, il n'y avait qu'un seul élément, qu'une seule valeur possible. Ici j'envisage le cas où x et y appartiennent à un ensemble où il y a plusieurs éléments. Donc, on regarde ce que ça veut dire que le couple XY appartient au produit cartésien A croix B. Donc par définition, c'est l'ensemble des oméga de l'univers tel que x d'oméga est dans A et y d'oméga est dans B. Alors ça, je l'écris comme une union. X d'oméga appartient à A, c'est que x d'oméga prend une valeur petit x qui appartient à A, et y d'oméga appartient à B, c'est que y prend une valeur petit y qui est dans B. Donc, je distingue tous ces cas, j'obtiens grand X égale X intersection grand Y égale Y, et je fais l'union sur tous les X dans A et les Y dans B. Donc dans cette union, les événements sont incompatibles, parce que X et Y ne peuvent pas prendre deux valeurs distinctes en même temps, on ne peut pas avoir grand X égale X et X' si X n'est pas égal à X'. Donc par additivité de P, la probabilité de cet événement, ça devient la somme des probabilités de ces événements. Donc là, comme j'ai deux variables, j'ai deux sommes. Ici, comme x est indépendante de y, ici, je peux remplacer ça par le produit. Ça, c'est la définition de l'indépendance. Ensuite, je fais un calcul de double somme. Donc, entre les deux crochets, je somme par rapport à y. Donc, ce terme est une constante. Je peux le sortir devant, ce que j'ai fait là. Et ici, donc la somme des p de grand y égale petit y pour y dans b, eh bien, c'est égal à la probabilité que y appartient à b. Et ce terme ne dépend pas de petit x, donc je peux le mettre devant. Donc j'arrive là, ici pareil, c'est p de x appartient à A. Et comme la multiplication des réels commute, ça fait p de x appartient à A fois p de y appartient à B. Donc j'ai bien démontré mon lemme. Alors maintenant, je vais démontrer le théorème 11. Donc je prends deux variables aléatoires indépendantes et deux fonctions à valeur dans R et définies respectivement sur x d'oméga et y d'oméga. Donc on appelle U la variable aléatoire f de x. Alors ça c'est une notation de probabilité, mais en fait c'est f rond x. Et V la variable aléatoire g de y, qui est en fait égale à g rond y. Mais en probabilité on l'écrit g de y. Alors je vous rappelle pourquoi on fait ça, c'est que en probabilité, grand x et grand y, au lieu de les voir comme des fonctions, on voit plutôt ça comme des quantités. Et donc f de grand x, on voit grand x comme une quantité, et pareil ici. Donc c'est un peu une notation de physicien. Alors, on a vu que U et V sont des variables aléatoires. On a étudié ce qu'on appelle les transferts de loi. Ici, on va montrer qu'elles sont indépendantes. Donc on prend petit u, une valeur prise par grand U, petit v, une valeur prise par grand V. Donc si on regarde l'événement grand U égale petit u, c'est l'ensemble des oméga, tel que grand U d'oméga, c'est petit u. On remplace, ça fait f de x d'oméga égale u. Et ça veut dire que x d'oméga est un antécédent de u pour la fonction f. Donc par définition, x d'oméga appartient à ce qu'on appelle l'image réciproque du singleton u.
Et donc, l'ensemble des oméga tels que x d'oméga appartient à quelque chose, c'est un événement qu'on écrit x appartient à ce quelque chose. Et on peut préciser les antécédents de u qui sont là. Il y en a certains qui ne seront pas des valeurs prises par grand X, puisque grand X ne prend pas forcément toutes les valeurs réelles. Donc on rajoute ici inter x d'oméga. Alors cette chose un peu compliquée, on l'appelle grand A. On fait pareil avec V, et cette chose un peu compliquée, on l'appelle grand B. Donc quand on fait U inter petit u inter grand V égale petit v, ça fait x appartient à A, inter y appartient à B. Et on passe aux probabilités. Donc si les événements sont égaux, ils ont la même probabilité. Ensuite, d'après le lemme, comme x et y sont indépendantes, ça devient un produit. Et donc on reconnaît P de grand U égale U fois P de grand V égale V. Comme c'est vrai pour tout petit u et tout petit v, ça prouve que nos deux variables aléatoires sont indépendantes. Ah. Alors, autre propriété, donc on a parlé un petit peu des sommes de variables aléatoires dans un autre paragraphe. On va voir que quand les deux variables aléatoires sont indépendantes, on est capable de faire beaucoup plus de choses. Donc je rappelle le cadre. Donc on a pris deux variables aléatoires x et y à valeur entière et positive. Donc souvent on va poser S égale la somme des deux et on va essayer d'étudier cette variable aléatoire grand S. Alors déjà c'est aussi une variable aléatoire à valeur dans n, puisqu'une somme d'entiers naturels est un entier naturel. Donc on a démontré que pour tout entier naturel, P de S égale n, c'est somme de 0 à n des P de x égale k, inter y égale n moins k. Alors même si petit n n'est pas dans grand S d'oméga, cette formule marche, on va trouver 0. Ou bien ici, comme ici c'est la loi conjointe, si je suppose que x et y sont indépendantes, ça devient un produit de loi marginale. Donc, pour trouver la loi d'une somme, en général, il faut connaître la loi conjointe. Dans le cas particulier où les deux termes de la somme sont indépendants, les lois marginales permettent de calculer la loi de la somme. C'est ça qu'il faut retenir. Donc on va voir des exemples, bien sûr, et il y a un exemple qui est au programme, c'est pour la loi binomiale. Donc c'est un théorème qui s'appelle stabilité de la loi binomiale. Alors ce théorème dit que si on prend deux variables aléatoires binomiales de même paramètre P, indépendantes, alors la somme des deux est encore une loi binomiale de même paramètre P, et pour le premier paramètre, on a additionné celui de x1 et celui de x2. Donc on dit qu'une somme de lois binomiales est une loi binomiale, à condition que les variables soient indépendantes, et il faut aussi que le deuxième paramètre soit le même. Alors comment on peut comprendre ce résultat ? On a vu que pour obtenir une loi binomiale, il faut compter le nombre de piles lorsqu'on lance un certain nombre de fois une pièce. Donc là, je prends une pièce de monnaie qui donne pile avec probabilité petit p. Et je la lance n1 plus n deux fois. J'appelle x1 le nombre de piles obtenues au n1 premier lancé. Et x2 le nombre de piles obtenues au n2 lancé suivant. Lancé suivant, ça veut dire que c'est entre les lancers numéro n1 plus 1, n1 plus 2, etc. jusqu'à n1 plus n2. Donc d'après le cours, je sais que ces deux variables aléatoires suivent toutes les deux une loi binomiale de paramètres n1p et n2p. Bon bah si je fais x1 plus x2, j'additionne le nombre de piles que j'ai obtenu entre les lancers 1 et n1, et ensuite le nombre de piles obtenues entre les lancers n1 plus 1 jusqu'à n2. Donc au total, ça fait le nombre de piles obtenues entre le premier lancé et le n1 plus n deuxième. Et donc là, je sais encore que c'est une loi binomiale de paramètres n1 plus n2 et p. Donc avec cette modélisation avec le schéma binomial, on comprend mieux ce résultat. Alors on va le démontrer par un calcul. Donc on se donne deux variables aléatoires binomiales indépendantes et on appelle S la variable aléatoire x1 plus x2.
Alors l'univers image de x1 c'est donc 0n1, l'univers image de x2 c'est 0n2. Donc l'univers image de ma somme, bon, au minimum quand je fais 0 plus 0 j'obtiens 0, et au maximum je fais n1 plus n2. Donc c'est l'ensemble des entiers entre 0 et n1 plus n2. Donc maintenant je prends n un entier dans cet ensemble, et je calcule p de s égale n. Donc d'après la formule du cours, ça fait somme de 0 à n de p de x1 égale k, inter x2 égale n moins k. Comme x1 et x2 sont indépendantes, ça devient un produit. Alors là, c'est la première fois qu'on fait ce calcul, il y a une grosse difficulté, c'est qu'ici le k et ici le n moins k, il n'y a aucune raison qu'ils soient dans x1 d'oméga et dans x2 d'oméga. Donc on ne peut pas forcément les remplacer par les formules qu'on a dans les questions précédentes ou dans l'énoncé. Et donc souvent il faut faire beaucoup de discussions sur quelles valeurs prennent k et n moins k, c'est assez compliqué. Donc par exemple, p de x1 égale k, j'ai envie de te dire que c'est k parmi n1, p puissance k, 1 moins p puissance n1 moins k. Mais normalement je n'ai pas le droit de dire ça. Puisque pour dire que p de x1 égale k, c'est ceci, il faut que k soit entre 0 et n1. Or k, il est entre 0 et n, et n, il peut aller jusqu'à n1 plus 2, donc des fois il va être plus grand que n1. Donc ici, il y a des k qui vont dépasser n1, et donc cette probabilité, il faudrait la remplacer par 0. Même problème ici, encore pire, c'est n-k, donc il faut discuter par rapport à k et n, il y a deux lettres. Mais ici, on est sauvé, puisqu'on a adopté une convention sur les coefficients du binôme, c'est que k parmi n1, c'est nul si k est plus grand que n1. Et donc on avait expliqué dans le chapitre sur la loi binomiale que p de x1 égale k remplacé par ceci, en fait ça marche pour tout entier k dans z. Et dans les cas absurdes, c'est 0 égale 0. Même chose ici, donc ici en fait je peux remplacer sans faire attention, mais il faut se rappeler qu'il y a des cas où j'ai remplacé par 0, c'est les conventions habituelles. Donc ça me permet de continuer mon calcul comme si de rien n'était. Donc je continue, p puissance k fois p puissance n moins k, ça fait p puissance n. Ici les 1 moins p, il reste ça. Bon. Et je regarde si je peux mettre en facteur des termes qui ne dépendent pas de l'indice qui est k. Donc là il y a k, ça reste. Par contre tout ça, ça ne dépend pas de k, donc je le mets devant. Donc j'arrive là. Et ça, donc je vous invite à aller voir la formule de Vandermonde qu'on a démontrée dans 2 chapitres. Pour l'appliquer, donc vous faites k plus n moins k, ça fait n, n1 plus n2, vous enlevez la somme. Ça s'appelle la formule de Vandermonde. Et donc je trouve ceci. Et là je reconnais donc, c'est p de s égale n, donc le n il est là. Donc j'ai bien une loi binomiale, le paramètre n1 plus n2 et p, ce qu'on voulait démontrer. Voilà, donc ça c'était pour les sommes de variables aléatoires. Alors c'est étonnant, mais on a aussi un résultat remarquable pour le produit. Donc c'est le théorème 13. Il dit que si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, alors l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Donc en statistique, on dirait que la moyenne d'un produit, c'est le produit des moyennes, ce qui est complètement faux en général, mais ce sera vrai quand vous étudiez deux variables aléatoires indépendantes. Alors attention à ne pas confondre avec la linéarité de l'espérance, c'est la même formule mais avec un plus. Donc, la subtilité, c'est que la linéarité de l'espérance, c'est tout le temps vrai, même si x et y ne sont pas indépendantes, alors que pour un produit, ce n'est vrai que si elles sont indépendantes. Alors, on va voir la démonstration, elle est un petit peu compliquée. Donc on avait démontré le théorème de transfert qui disait que si z est une variable aléatoire d'oméga dans R et f une fonction de z d'oméga dans R, la moyenne de f de z était donnée par cette formule. Alors dans la démonstration, j'avais supposé que z était à valeur dans R pour que ce soit moins abstrait. Mais si vous relisez la démonstration, je peux supposer que z est à valeur dans un ensemble E quelconque. Ça ne change absolument rien.
Et alors du coup, si ça marche pour un ensemble E quelconque, ça marche pour une variable à valeur dans R carré, c'est-à-dire un couple de variables aléatoires. Donc je vais appliquer ce théorème avec grand Z égale un couple grand X grand Y. Et pour la fonction petit f, donc ça doit aller de Z d'oméga dans R. Donc dans Z d'oméga, j'ai des couples, et je les multiplie, donc ça donne bien un réel. Donc j'écris espérance de f de z égale ça, donc ça c'est le terme de transfert. Ici, f de z c'est x fois y, c'est un produit. Ici, f de z c'est x fois y, et la probabilité que... Alors, donc je vais pas expliquer, les petits z dans z d'oméga, c'est des couples xy. Donc je remplace petit z par un couple xy. Donc ici, f de xy, ça fait x fois y. Et grand Z égale petit z, ça fait grand X, grand Y égale petit x, petit y. Donc j'arrive là. Autre chose que j'ai fait, normalement, c'est donc Z couple XY appartient à grand Z d'oméga. Et en général, on a vu que grand Z d'oméga n'était pas égal à X d'oméga, produit cartésien Y d'oméga, mais c'était seulement inclus. Donc là, j'ai écrit que XY était pris dans cet ensemble au lieu de celui-là, donc il y a trop de termes dans ma somme. Mais les termes que j'ai rajoutés, la probabilité ici, elle est nulle. Donc en fait, ma formule est quand même juste. J'ai rajouté des termes nuls dans une somme. Donc ici, il y a deux variables, je vais écrire ça avec deux sommes. Et ici, dire que grand X, grand Y égale petit Y, c'est dire que grand X égale petit x, intersection grand Y égale petit y. Donc j'arrive là. Alors comme elles sont indépendantes, ici ça devient un produit. Et ensuite, j'enclenche la technique de calcul de double somme. Donc je regarde le crochet. La variable c'est petit y, donc je sors ce qui ne dépend pas de y, c'est x, p de grand X égale x. Donc j'arrive là. Et ici cette somme des probabilités fois les valeurs prises, ça s'appelle la moyenne, l'espérance. Donc c'est l'espérance de y, qui est une constante, donc je vais pouvoir le mettre devant. Donc j'arrive là, et ici je reconnais la moyenne de x, et comme un produit de nombres commute, ça fait bien la moyenne de x fois la moyenne de y. Donc le théorème est démontré. Alors on verra en exercice que malheureusement ce n'est pas une équivalence, c'est-à-dire que quand la moyenne du produit c'est le produit des moyennes, on ne peut pas en conclure qu'elles sont indépendantes. Donc c'est juste une condition nécessaire. Alors un exemple qu'il faut connaître, donc c'est des choses que vous étudierez en seconde année, c'est la notion de fonction génératrice, donc on a vu en TD. Donc on va voir que si on utilise l'hypothèse d'indépendance, on a de jolies formules. Donc on prend x, une variable aléatoire à valeur entière, et on a vu qu'on appelait fonction génératrice de x l'application de R dans R définie par gx de t, c'est l'espérance de t puissance x. Et donc on a vu en TD que c'était un polynôme, et puis on l'avait calculé pour les lois usuelles. Donc là on va montrer que si x et y sont deux variables aléatoires indépendantes, la fonction génératrice de x plus y, c'est le produit des fonctions génératrices. Donc voyons ça, donc on prend t un réel, g de x plus y de t par définition c'est la moyenne de t puissance x plus y. Donc on va regarder cette variable aléatoire, donc pour tout oméga dans l'univers, t puissance x d'oméga plus y d'oméga, eh bien c'est t puissance de x d'oméga fois t puissance de y d'oméga, c'est pour propriété des puissances. Je vous rappelle que grand x et grand y là sont des entiers, donc il n'y a pas de problème, t peut bien être négatif. Donc je remplace ici, g de x plus y de t, du coup c'est la moyenne de t puissance x fois t puissance y. Mais x et y sont indépendantes, donc si on note f, l'application qui va de R dans R, de n dans R, pardon, oui, il faut que la puissance soit un entier naturel, puisque t peut être négatif, donc on prend que des x qui sont entiers naturels. Alors j'utilise le théorème 11. Donc il faut avoir des fonctions définies sur x d'oméga, y d'oméga. Donc ici, x et y sont en valeur dans n, ma fonction f est bien définie sur n. Donc, je recommence, x et y sont indépendantes,
j'ai une fonction de n dans R. D'après le théorème que je viens de citer, je peux en déduire que f de x et f de y, ici c'est un f, sont elles aussi indépendantes. C'est-à-dire que t puissance x et t puissance y sont deux variables aléatoires indépendantes. Et donc d'après le théorème 13, la moyenne d'un produit de variables aléatoires indépendantes, c'est le produit des moyennes. Et ici on reconnaît gx de t fois gy de t. Voilà. Donc ça, ce sera un résultat à problème de spé. Mais c'est bien de l'avoir déjà vu, et puis ça illustre le théorème précédent. Alors, donc pour la réciproque dont on a vu qu'elle était fausse en général, il y a un cas où elle est vraie. C'est un résultat qui sert assez souvent, donc c'est bien de savoir de l'avoir déjà démontré, parce que c'est un peu long. C'est quand x et y sont des lois de Bernoulli. Donc quand x et y sont des lois de Bernoulli, on peut écrire que x est indépendante de y si et seulement si la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes. Donc on va faire cet exercice. Donc on prend x et y, donc deux variables qui suivent une loi de Bernoulli, pas forcément de même paramètre. X, ça peut être de paramètre P, y, ça peut être de paramètre Q. On les suppose indépendantes. Le théorème 13 dit que la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes. On n'en parle plus. On s'intéresse à la réciproque. Donc on suppose que la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes. Alors là, donc, on travaille sur des lois de Bernoulli. Donc on a vu, mais on va le rappeler, que si x et y suivent une loi de Bernoulli, il en est de même pour le produit. Pourquoi? Puisque x et y ne prennent que les valeurs 0, 1, quand je multiplie des 1 et des 0, j'obtiens que des 1 et des 0. Donc le produit x, y suit une loi de Bernoulli. Ensuite, on a vu que la moyenne du loi de Bernoulli, c'est le paramètre, mais le paramètre, c'est aussi la probabilité de prendre la valeur 1. Donc on peut écrire e de x égale p de x égale 1, pareil avec y, et pareil avec xy. Ensuite, quand est-ce que le produit est égal à 1? Comme x et y ne prennent que les valeurs 0, 1, la seule solution, c'est que x et y soient égal à 1. Donc, la moyenne de x, y, c'est la probabilité que x, y égale 1, donc la probabilité que x égale 1, y égale 1. Ensuite, donc, on a dit que la moyenne de x, c'était p de x égale 1, la moyenne de y, c'est p de y égale 1, et la moyenne de xy, c'est p de x égale 1 inter y égale 1. Donc ça, c'est tout le temps vrai. Et là, on a supposé que la moyenne du produit, c'est le produit des moyennes. Donc on a supposé que ce terme, c'est le produit de ces deux termes, ce que j'ai écrit là. Et donc ceci veut dire que les événements x égale 1 et y égale 1 sont indépendants. Alors, est-ce que je peux en conclure que x et y sont indépendantes? Non. Il manque x égale 0, y égale 1, x égale 1, y égale 0, x égale 0, y égale 0. Donc j'ai fait qu'une preuve sur 4. Alors c'est là qu'on a un résultat tout fait pour aller plus vite, c'est le théorème 10. Donc d'après le théorème 10, les fonctions indicatrices sont des variables aléatoires indépendantes. D'accord, là c'est des événements, là c'est des variables aléatoires. Mais qu'est-ce que c'est la fonction indicatrice de x égale 1? Eh bien, c'est une fonction qui vaut 1 quand x égale 1 et 0 quand x égale 0. Donc en fait, elle est tout le temps égale à x. Donc pour une loi de Bernoulli, la fonction indicatrice de x égale 1 c'est x, la fonction indicatrice de y égale 1 c'est y. Et donc là, j'ai écrit que x et y sont indépendantes. Donc voilà à quoi peut servir ce théorème 10. Ici, quand j'ai fait une preuve sur les 4 preuves à faire, eh bien je peux quand même conclure. Et ceci donc termine le paragraphe.